discussion is obviously on deforestation and its impact on hydrology. So we thought that very famous number on the 30%. Now I'm very glad Nadine said that that's a number that's based on concessions rather than actual deforestation. And Matt just told me in the Congo Basin apparently there's not really any deforestation happening. So I don't know if you want to say a few words now before we go on to the discussion. But these are all important points, and I just put a few notes on there to help you get started. So the hypothesis is that the deforestation of the 30% of the headwaters will have an impact on the pulses of the flow coming down and increasing downstream discharges, of course, as a logical consequence of that. But then the question is that true or false? You know, if it's true, then there will be a big change in the flood pulses of the Congo River, and we need to understand that. If it's false, then of course we can go on and not worry about much because there won't be any significant impact on water balance and fluvial processes. But then again, yeah, the 30%. Guy, just a second, I'm going to interrupt here. So when we wrote this hypothesis, you can tell it's kind of, yes, it's not powerful. It's not, and so I really was hoping this is a hypothesis that would get something different to it. It doesn't, you know? Yeah. So 2 more points before we go on, and you know everybody can take the word then. But just thought-provoking here. We've seen from the talks before that it's a much more complex process. There's agriculture, there's unregulated logging, there's selective logging, there's tons of stuff going on, and it may not be as bad as we think, and there may be reasons for that. But then the impact on local hydrology is still not understood, I think. So here's a thought I had. I don't know how many of you are aware of this 1980 hydrological study in Wales of the Plynlimmon catchments. These are experimental catchments that were instrumented to get to understand the local hydrology on land use, land cover change. And I'm wondering, could we try and identify small catchments in the Congo that we could instrument? Maybe also, a lot of other campaigns could go on in those catchments. Is it possible to do? Does it make sense? In Europe and in the US, there are these catchments. So they're being used to do a lot of research on them. So I'm just wondering the same for, deforestation versus forested catchments, for instance. Does it make sense in the Congo? Is it at all possible? And so I leave it there and, open it up for discussion. Okay, well, I'll help start. So as Nadine pointed out, comparing to your last point here, so as Nadine pointed out, compared to what Rob Spencer saw, of course, sorry, Rob couldn't be here, but Rob was showing us deforestation in very steep-sloped eastern basins, and as Nadine pointed out, we would expect a different behavior in maybe more central into the basin. And so if we look at one location, maybe we could do a test case. How well do we measure deforested basin versus a forested subbasin, and then carry that test case to the next location. In other words, have more than just one location in mind. That's kind of what I'm thinking. Mm-hmm. Yeah, it's a good point. Any other thoughts on this? Yeah. Yeah, feel free to come just up to the microphone and, line up and... Yeah. I think a small contribution also to the discussions. I think when we look at most of the streams that we're looking at, they're all perennial by nature. While we don't receive rain the whole year. So I think the surface groundwater interaction, which has not really emerged quite strongly from the previous discussion, is something that cannot be overlooked. Yes. I think the groundwater contribution needs also to be better understood if we really want to talk about also the behavior. But now talking about the land use dynamics, I think there's also an issue of scale that one might want to consider. Because whether you're looking at water that is coming from the south, before it reaches Kinshasa, you're talking about a couple of days, I would say months, before it reaches.
So when we look at most of the model right now, it's being lumped, and that spatial dynamics is not taken into account. So I think this idea of trying to work probably at finer scales and then bringing the whole thing together would make more sense, especially if we're talking about water resources planning. Yeah, that's a great point. I totally agree. You know, this question of how do you upscale a model, you know, when you've got it calibrated and working well at finer scale, how do you bring it to a basin like the Congo Basin? Is that at all possible? Yes? I think this hypothesis may be correct in isolate if I assume rainfall doesn't change, but there's a larger body of literature suggests the response of rainfall to deforestation strongly depend on scale. Once you reach 30% of deforestation, and you might see not only decreased rainfall, but rainfall regime change. So in the coupled system, I think this hypothesis is highly uncertain, to say the least. Yeah. Perhaps we want to be either clarify or consider in a more coupled system how this hypothesis could be revised. Yeah, exactly. It's the complexity that makes it difficult. You know, like you said, you have not just a change of forest. At the same time, you've got some other hydrological change going on that you need to take into account. And most of our models, I don't think they are coupled enough. Definitely not to take all of this into account. It's a great great research idea, actually. Yeah. Is there a way to implement that kind of idea? Sorry, that's a tough question, but you know that idea is powerful. But how do you actually test it? Like coupling the different models and making sure the systems are well represented. It's very difficult. I mean, the land surface model community is probably the best people to speak to. I mean, I just know from hydrology and hydrodynamic coupling and getting, for example, like Paul was alluding to yesterday, like just getting a wetland into a hydrodynamic model is not something easy. And getting a hydrology model coupled to those models is not, it may seem very straightforward, but it's not. And I think the same is true for land surface modeling. If you want to get the complexity in there, it's quite difficult. But I think computational advances over recent years for those models and the understanding, I mean, but we're looking at a hugely complex basin. I mean, I didn't know much about the Congo until I got here. Now I feel like I'm very confused. There's just too much. So, yeah, feel free, any more suggestions on how we can proceed with this? Yeah. There's a lot of work looking at how fraction and the pattern of the deforestation affect rainfall ET and surface water balance over Amazon. Perhaps those work could be a first step, guesswork. I mean, we can carry out that kind of experiment over Congo too. Yeah. But those are in a coupled framework, and perhaps is a useful resource for this community. Yeah, yeah. Several points. Clearly an extremely important, not to mention challenging question. A little bit of kind of interesting historical perspective is that this whole construct of what effect does deforestation or afforestation have on water balances goes way back to for a long time there was the thought that planting trees created water, which is really not quite the case. There were a lot of World Bank projects that were heavily funded for afforestation with the idea of increasing water resources in areas, which of course produced the absolute opposite outcome. I was at a meeting at the bank once where this was the topic. One of the speakers gave an example of, apparently there was a plan to reforest or to heavily plant the whole Panama Canal Zone area. And this person demonstrated if you did that, there wouldn't be enough water to actually operate the canal. One of the senior bank managers was there, and
walked away muttering, "Oh, that's interesting. We've just spent millions of dollars going in the other direction on this stuff." So this is not a brand new issue. With regard to the Amazon, there have been a number of studies, of course, looking at this exact problem. There was a paired, back to your idea of the paired watersheds, there was a study done outside of Manaus, so into really quite very pristine areas, and very nice in the Quiaras Basin, where here was an area that was cut, area that wasn't, showed clear response that you get the increased runoff from the deforested area, reduced ET over that. But the problem gets, as you go up in scale, things become a lot more complicated. And with all the deforestation along the whole arc of deforestation, southern Amazon side of things, it's kind of hard to see where that there's actually a change in the discharge regime of the Xingu and the upper Madeira and so forth. So I think that working at so I think it would be interesting to do paired watershed kind of stuff, but I think a lot of that stuff has been done. I mean, where's the trade-off between how is precipitation regime changing over larger deforestation scales relative to discharge? We saw the one presentation this morning that predicted lower discharge as the result of land use change. Now that could be all kinds of things, including that reduced rainfall was dialed into that particular simulation. But I think it's critically important to make sure that in all these comparing apples to apples, okay, we're going to look at the effect of a land use change alone. Then we can start dialing in precip on top of it and do whatever is necessary, generate a range of scenario, an ensemble of outcomes, and see where that sort of stuff goes. Yeah, good suggestion. Yeah, thank you. Yeah. Hello, my name is Venkat Sridhar from Virginia Tech. I'm just new to this basin and also trying to really learn about Congo. So thank you, Doug. Thanks, everyone. I'm actually interested in this topic because, like the previous speaker was talking about the coupled system. I think that seems to be one of the important ones. I agree with all the points raised here. One thing that is done in Amazon and many other places is about looking at the recycling of precipitation. In the US or in many other basins, when they have this kind of strong exchange between surface and the atmosphere, they look at this precipitation recycling percentage. I don't know if we have any such number for this basin of 50% of precipitation is recycled from ET or other hydrological processes from the ground. That is something that can be looked at if there is some contribution from the land surface. And then the disturbance or some of these land surface features showing some signatures on precipitation regime change, I think certainly that will add value to this whole cycle, coupled model. Land atmospheric interaction studies, I think that's what Amazon and other research areas have focused on. And the last point is about looking at coupled modeling, in the context of whether it's some of the advanced models developed from NCAR or other places. We even can go all the way up to 4-kilometer resolution. So we can represent some of these high resolution land surface changes that we have. And if that really adds to regional climate change or combine that with large scale features also that can be looked at. When I'm talking about regional change, even this is something that's like Jeff mentioning, the signatures are lost when you look at bigger scales. But there are some changes that we see certainly on a local scale. Let's say simple theory would be looking at increased deforestation, reducing precipitation or ET into the atmosphere, lower atmosphere, that changes your PBL thickness, which makes it really a cyclical process of changing the precipitation regimes. So how does it relate to the precipitation change? I think that can be looked at, but at the same time, the local process with respect to ET, if you see, stomats actually with respect to all this increased humidity or all of those things, that is actually changing the ET numbers, and seeing ET seems to be one of the biggest sinks of the basin. How the biophysical processes are altered because of all this land cover, land use change
and deforestation. So that's where I wanted to stop. Thanks. Yeah, thank you. So it seems that there's a general, wish here, I guess, to go into like kind of local scale impact and analysis of processes. But there's still the question of, we've seen that, deforestation may not be happening like we think, and not as much, and trees are regrowing as well. So all of this, I agree that probably we need to, a couple of suggestions, like everybody kind of said that now, that we need to look at higher resolution, more local scale. Any suggestions from our local friends of where to do this? Where is it best to start doing this? I mean, is there a location where we could bring modeling forces together and analytics and start looking at that higher resolution local impact? Does anybody know if, where is a place we should focus on first? Any ideas? I certainly don't know, so yeah, please. Alors, je vais juste signaler que, par exemple, au niveau de Wesso, donc la partie nord du Congo-Brazzaville, donc dans le bassin de la Sanga, il y a une étude que nous avons commencé à mener depuis 2 ans, oui, où nous avons pris les rivières, et les rivières issues de la forêt, qui traversent la ville de Wesso, où il y a tout ce qui est entropie, dégradation et tout le reste, et qui ressort de la ville pour se retrouver dans le mainstream de la Sanga pour aller dans le Congo. Donc là, actuellement, on a des très bons résultats qui vont être bientôt publiés, et il y aura une thèse qui va être soutenue dans ce cadre avec Rob Spencer et Travis. Malheureusement, il n'est pas là. Cette étude a été menée. Donc ça, c'est déjà un élément très simple qui peut être au niveau local. Si on peut le multiplier pour plusieurs zones au niveau du bassin, pour qu'à la longue, on aille vers des échelles plus élevées. Donc voilà un peu un élément que je pourrais ajouter par rapport à ça. Merci. Oui, merci. Très bonne suggestion, merci. Yeah, so I think, with the headsets, you're okay to get that. So they basically started some of this more local impacts already, and it's a thesis, if I got this right, so it will be published. Yes? Depuis ce matin, la plupart des présentations ont évoqué la dégradation, bien sûr, du bassin avec la canopée qui part par les différentes activités. Et notre hypothèse nous oriente par rapport aux écoulements. Mais il y a des composantes au niveau des écoulements. Dans les présentations, je n'avais pas tellement vu la composante débit solide. Et ici, je vois comme si on est en train de voir plus les débits liquides que les débits solides, mais la réalité sur terrain démontre aujourd'hui que même le travail fait déjà par Nadine, de cette déforestation par l'activité, au niveau des écoulements composantes débits solides, il y a eu augmentation de mouvement de bancs de sable par rapport à la navigation. Quand la route de la navigation a été fixée, on a mis des bouées pour 4 semaines ou 1 mois. Les bateaux viennent, mais ils sont bités, les profondeurs sont parties, les bancs de sable ont déjà gagné la route de navigation qui venait d'être fixée. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup de charriage de sédiments dans toutes ces zones qui sont dénudées. Donc, je proposerais que quand nous regardons les écoulements en termes au plan débit liquide, que la composante également de débit solide soit mise en exergue. Parce que, pourquoi je l'ai dit, dans beaucoup de chéneaux, vous pouvez avoir la même quantité d'eau, mais à cause du rehaussement du lit, vous pensez que le niveau d'eau ou l'eau a augmenté,
les débits liquides, alors que le débit liquide est le même, mais la configuration change du fait du rehaussement du lit à cause des dépôts de sédiments. Merci. Oui, très bien, merci. So, very briefly, the suggestion was instead of just looking at runoff change or water flow change, we also look at sediment flow. And I think Mark Trigg and I just had a brief discussion on this, on the banks that collapse and making bad level changes. You know, this changes everything. You may have the same quantity of water, but everything changes because your bed is going to be slightly higher with those sediments. So it's a very important thing, actually. I think that should definitely be a part of it, you know, looking at sediment flows. But here you go, yet another community to join us. You know, sediment modeling is quite different from all the rest, so yeah. Sorry, just following through on that, the last point about that this sub-basin approach is a really good idea, and there's examples where, say, like the Western US, where they've done complex systems modeling, and so instead of looking forward, they try to look backwards. So can you predict precipitation change, hydrological change, and then get an archaeological and anthropological layer on top of it? So you've got human impacts, you've got climate, and then you've got the local hydrology. And so in those cases, they've got tree rings and these really great records that can help you do that, not only over space, but also over time. But it's conceivable in the Congo Basin, because you do see, for those of us who take cores, there's dramatic changes in sediment size, sediment chemical composition, and things like that. So you could try predicting backwards as well. And there's approaches out there that exist that could give you a structure to work with, where you do sort of complex, like multi-layer model, where you're running, you don't connect them until the end. You try and get each layer to work and then run them all at the same time. Yeah, thank you. Yeah. Oui, je voulais juste donner juste un petit témoignage pour appuyer un peu ce que Georges vient de dire en matière de transport des sédiments. Nous avons eu au niveau de notre pays, par exemple dans la cuvette centrale, donc un peu à gauche vers Bunji, on a eu un cas où on nous a interpellés en tant que spécialiste de logistique nationale. Nous sommes venus pour regarder, on a dit que la rivière avait disparu. Une rivière a disparu. Alors on est arrivé pour regarder qu'est-ce qui se passe. Quand on a examiné le cours du lit, on s'est rendu compte qu'on avait déforesté une bonne partie dans le lit, dans le cours du lit, et après cette déforestation, il y a eu donc l'érosion. Donc les berges, le transport de tout ce qui est sédiment solide des berges s'est retrouvé dans le lit et a fait comme si ça cisaillait le lit du cours d'eau. Et du coup, comme c'est un cours d'eau qui prenait source, c'est un cours d'eau souterrain, et le principe physique, simplement d'équilibre des forces, que ça ne pouvait plus pomper l'eau vers le haut, et il fallait carrément... Donc, c'est pour dire que quand on déforeste, on peut ce phénomène-là qui peut avoir des impacts directement sur l'hydrologie. Voilà un peu ce que je voulais dire comme élément. Oui, merci. C'est une bonne anecdote en fait. Yeah, so sometimes we think about it the wrong way. You know, this is an example of a river disappearing pretty much because of deforestation. So bank collapse and everything. So yeah, very important. So I don't know, Doug, how much time do we have left? I got no watch. Let's cut it off, I think, unless there's something pressing. At a slightly broader level, as we go through and discuss all these important points, what is the clientele that we're going to bring this information to? What are the governmental structures in this region that we're going to try to inform, and how do we go about making that happen? Yeah, very good point actually. Yeah, thank you. So I guess we can close on that point, Doug. Yeah, in fact, I'll be commenting on just that point at the end of the day. So, okay, I'll come. So before lunch, and lunch is out on the table, but Alain, will you come forward, please? Alain Larec. So Alain would like to make a presentation of historic data
very valuable data from a century ago. And so he would like to make a presentation of this just before lunch as a gift. J'ai préparé juste une toute petite présentation très courte avec quelques diapositives pour expliquer comment trouver les informations, parce que j'ai constaté durant ces derniers jours qu'il y a beaucoup d'informations issues d'institutions francophones en Belgique et en France, mais pour lesquelles vous n'avez pas accès uniquement pour des problèmes de barrières linguistiques. J'essaye de regarder, voilà, un petit moment. Voilà, transfert. OK. Alors, je vais vous raconter aussi une histoire un peu amusante au sujet de ces informations. Voilà, donc je vais vous parler de l'histoire de l'évolution de centre de gravité au sein du bassin du Congo et de la problématique des flux d'informations. On a parlé beaucoup de flux hydrologiques, de flux de sédiments, de flux verticaux entre le bassin et l'atmosphère. Il est important de parler du flux des informations maintenant. En plus, c'est beaucoup à la mode actuellement avec la mondialisation. Alors, un bref rappel. Le centre de gravité, au début des études scientifiques, a commencé en rive gauche avec les travaux des Belges qui ont commencé à travailler de manière intensive à partir de 1900 jusqu'en 1960. Vous pouvez trouver énormément d'informations à l'Académie royale des sciences d'outre-mer à Bruxelles. Et je vous invite, si vous en avez la possibilité, à aller dans le centre, à visiter le centre de documentation de cette académie. D'autant plus que le bâtiment est très joli, il est d'époque victorienne et ça vaut vraiment le coup de le visiter. Ensuite, sur la rive droite, des travaux intensifs ont débuté en 1947 jusqu'en 1993. J'ai mis 95, mais en fait c'est jusqu'en 1993, par l'Orstom qui est devenu l'IRD par la suite. Et maintenant, fort heureusement, et cela nous fait énormément plaisir, nous constatons que ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont récupérer ces informations et qui vont la gérer pour la suite des recherches qui seront menées sur les deux rives de ce bassin, hein, c'est-à-dire en rive gauche et en rive droite, grâce notamment à une infrastructure internationale qui est le fameux centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, basé à Kinshasa et appuyé par des fonds de l'Angleterre. Alors il faut savoir que le but de l'IRD pendant 50 ans a été de réaliser des recherches philanthropiques. Le but c'était de former les futurs cadres du bassin du Congo. Malheureusement, pour différentes raisons, indépendantes de notre volonté, mais aussi par manque de moyens financiers actuellement, la France n'a plus les moyens de ses ambitions. Et j'espère qu'il faudra donc trouver une manière de pérenniser le SCREBEC,
parce que d'après ce que j'ai compris, il a des financements pour quelques années, mais il faudrait vraiment pérenniser cette structure. Et le centre de gravité vraiment des recherches du Congo vont être basés sur cet institut. Alors voici quelques vecteurs de dissémination de l'information qui est dans les mains de l'IRD et qui concerne le bassin du Congo. Je vous invite à visiter ce site qui a été élaboré par le laboratoire HSM dans lequel travaillent Jean-Pierre Briquet et Gilles Maé. Je vous invite aussi à visiter ce site oreibam.org dans lequel il y a des pages en portugais, espagnol et anglais et français aussi, qui proviennent du laboratoire JET, dans lequel dépend Jean-Jacques Braun, le responsable de l'IRD pour l'Afrique centrale. Et voici les logos de ces laboratoires et le programme IBAM qui continue à ausculter l'état de santé du fleuve Congo et à prendre en compte notamment les flux sédimentaires qui constituent une préoccupation actuelle. Alors maintenant, cette information on va être drainée petit à petit vers ce centre. Et à cette occasion, j'ai apporté des documents papier. Alors l'histoire est la suivante, c'est que j'ai reçu un mail, enfin comme tous les agents de mon institution, nous avons reçu un mail du centre de documentation de l'IRD, de mon institution, qui disait voilà, nous avons numérisé tous les documents en notre possession et par manque de place, les documents papier, nous les envoyons à la poubelle, quoi, ou ceux qui veulent les récupérer peuvent les prendre avant qu'ils partent à la poubelle. Donc j'ai immédiatement changé de nom, je ne me suis plus appelé Monsieur Larac, mais Monsieur Poubelle, et je suis allé chercher ces documents parce que j'ai pensé à mes partenaires du Sud qui en ont cruellement besoin. Alors voici une pièce de musée. Il s'agit de l'atlas bathymétrique du fleuve Congo, réalisé entre 1913 et 1917. Il y a à cette époque, les Belges ont effectué un profil bathymétrique extrêmement précis, alors même qu'il n'existait pas de GPS et qu'il n'existait pas de satellite. Je propose, je ne sais pas si cela pourra se faire, mais je propose que 100 ans après, une expédition se refasse sur les 3000 km de cours d'eau qui ont été relevés de manière, au niveau bathymétrique pour voir les différences de la géomorphologie fluviale du fleuve, en essayant de suivre exactement le même cheminement qui est précisément détaillé sur ces feuilles. Bien sûr, je pars bientôt à la retraite, mais si je suis encore valide, je serai vraiment enchanté de pouvoir être invité à ces expéditions. Les autres catalogues concernent donc le fleuve, la bathymétrie du fleuve Congo de Brazzaville au confluent avec l'Ubangi, le Kasaï, de Maleka Kwa à Elebo, la rivière Ubangi, la rivière Ubangi donc, et puis la Sangha. Je vais remettre ces documents donc de manière un peu officielle et cérémonieuse à Raphaël Simanga, qui va prendre la relève de tous les travaux qui va réaliser aussi la coordination des travaux qui peut se faire sur ce bassin. Et je suis en train de rechercher, alors dans ma bibliothèque personnelle, je suis en train de commencer le transfert de ma bibliothèque personnelle au sud. Et dans les 4 volumes, j'ai le 4e volume des atlas climatiques du bassin du Congo. Je ne l'ai pas encore retrouvé dans ma bibliothèque qui n'est pas très bien organisée, mais dès que je retrouve ce document, je le transférerai physiquement à Raphaël. Juste avant de te donner la parole, Raphaël, je voulais vous montrer à la demande de plusieurs collègues qui sont dans la salle, qui souhaitaient voir des photos de la cuvette inondée. Pas des photos de la cuvette inondée, mais aussi des photos de ces fameux orages. En voici quelques-unes. Vous voyez, ce sont des photos qui ont été prises à l'époque où les appareils numériques n'existaient pas. Donc, je les ai digitalisées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits points noirs, parce que ces diapositives, en fait, commençaient à être bouffées par l'humidité.
Donc on voit bien qu'on a affaire à des sortes de champignons atomiques. On a on se trouve dans le bassin. Voici le fameux lac Télé, et vous voyez des photos donc de cette fameuse cuvette congolaise extrêmement plate. Sous la forêt, il y a de l'eau, hein, c'est la cuvette vraiment inondée, et des endroits un peu plus bas sont remplis comme des lacs. Alors le bassin en question, il s'agit de la Likwala aux herbes, dans le nord du Congo, qui est envahi par des prairies flottantes qui vont impacter les ruissellements superficiels, et il est quasiment évident qu'il y aura aussi un impact sur les échanges carboniques verticaux. Ces orages provoquent des tempêtes fluviales extrêmement dangereuses, et tous les bateaux doivent aller se réfugier sur les berges lorsque l'orage provoque de très grosses vagues. Voilà, l'orage est en train de passer au-dessus de nous. Vous voyez bien le bassin de la Likwala aux herbes, qui porte très bien son nom. Likwala aux herbes, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Likwala aux c'est les herbes, c'est grasse, hein, ce sont des prairies flottantes, hein, d'accord. Voici encore voilà, les photos typiques que l'on peut trouver dans le cœur de la cuvette congolaise. Je pense que c'est la même chose autour du lac Tumba et autour du lac Maïdombe, avec beaucoup de nénuphars et d'autres plantes qui flottent sur ce bassin. Et voici la position du lac Télé. Vous avez ici donc le lac Tumba, le lac Maïdombe, le lac Télé ici, hein. Et puis je vous invite à regarder deux références de 98 qui concernent des données, des études pluridisciplinaires qui ont été effectuées dans la cuvette centrale. Alors justement, il y a ce problème de barrière linguistique. Ce papier a été rédigé en français. Vous avez uniquement le titre ici en anglais, mais je pense qu'il serait intéressant de le traduire en anglais parce qu'il répond. À l'intérieur, il y a beaucoup de réponses à pas mal de questions de géochimistes, d'hydrologues et de climatologues. Voilà. Et ce papier fait la synthèse de 40 années de données hydrologiques sur la fameuse région des plateaux Batéké, qui a été étudiée de manière intense pendant 40 ans. Et ensuite, il y a ce papier aussi qui contient pas mal d'informations sur la cuvette centrale. Voilà, je tiens aussi à remercier donc Doug, l'initiative de Doug, et puis l'association AJU, Chapman, qui a permis la réalisation de cette conférence internationale. Et je vais passer la parole à Raphaël. Je voulais simplement rajouter un truc. La barrière linguistique, je constate qu'elle est importante. Alors ce que je vais dire, c'est pas ça. Ce n'est pas le vieux conflit culturel entre les francophones et les anglophones, c'est pas du tout ça. Mais si aujourd'hui, avec la mondialisation, les ressortissants du bassin du Congo doivent se mettre à l'anglais, je pense que si les anglophones veulent étudier ce bassin, il faut aussi qu'ils se mettent au français. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous avons étudié le bassin de l'Amazone et le bassin de l'Orénoque, et nous avons appris le portugais et l'espagnol. Et cela nous a ouvert énormément de portes. Si les anglophones font l'effort de parler le français, ça va fluidifier leurs relations avec les ressortissants de ces bassins. Ça va leur ouvrir des portes et ils vont pouvoir acquérir des données beaucoup plus facilement. La barrière linguistique est un problème, mais bon, il faut essayer de la contourner. Raphaël, je te donne la parole. Merci beaucoup, Alain. Certainement, je n'ai pas beaucoup à dire, mais ça me rappelle l'adage du laboureur et ses enfants qui disait à ses enfants de ne pas dilapider la richesse leur léguée par les parents. Merci beaucoup, Alain. Vraiment, vous constituez une grande figure pour le bassin. Je vous promets que nous allons utiliser ces archives à bon escient pour partager l'information et renforcer les capacités de jeunes qui sont vraiment en train de s'adonner maintenant à la recherche au niveau du bassin du Congo. Merci beaucoup. Ouais. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Let's eat.